Ce deuxième film, ou ce deuxième petit vidéo, porte sur la société. Donc, la société est la deuxième forme juridique d'entreprise qui existe dans notre monde canadien. Il y a plusieurs types de sociétés. Il y a la société de personnes, diapo 8 et diapo 9 de notre diaporama. Il y a la société en commandite, c'est toujours une société de personnes. Il y a ensuite la société par action. La société par action, on va en parler dans un troisième vidéo. La société de personnes. La société de personnes, contrairement à l'entreprise individuelle, est une personne morale. Tantôt, l'entreprise individuelle, comme l'entreprise se confondait avec son propriétaire, l'entreprise n'était pas une personne morale parce que c'était la même chose que le propriétaire. Donc, c'était une personne physique. Tandis que la société de personnes est une personne morale, au sens de la loi, comme on l'a vu au début de ce diaporama. Okay. Donc, comme on dit ici, à la diapo 8, c'est pas très différent d'une entreprise individuelle, sauf que il y a plusieurs personnes. Comme par exemple, tantôt on a vu la pâtisserie qui était, je ne me souviens plus du nom, là, la pâtisserie Samira et Fils. Et clairement, c'est une société de personnes. Ça porte le nom d'une personne et il y a de toute évidence plusieurs personnes dans cette société. Souvent, les sociétés de personnes vont s'appeler quelque chose comme Girard, Grégoire et associés. Alors, quand vous voyez ça, quand vous voyez le terme « et associé », dans le nom d'une entreprise, par exemple ici, La Flamme est associée, Pajot Morel est associé, Hébert est associé, Fauteux est associé, Noël est associé. Ce sont tous des entreprises, ce sont tous des sociétés de personnes. Donc ici, Pajot Morel est associé. Donc, cliquons sur Pajot Morel et associé. Site web de Pajot Morel et associé, cliquons là-dessus. Alors, Pajot Morel et associé, il y a nécessairement un bonhomme qui s'appelle Pajot ou une dame, une autre personne qui s'appelle Morel, et là, ils ont une série d'autres personnes. Combien ils sont, on ne sait pas trop. Puis, dans le fond, on met le terme « et associé » parce que il peut y avoir 10, 15, 20, 40 personnes là, qui sont propriétaires de cette entreprise-là, à un petit pourcentage, mais ils peuvent être beaucoup. Donc, on va pas mettre Pajot, Morel, Tremblay, Nguyen, Bensala, Casimir et tous les noms des associés. Ça n'a aucun sens. Donc, Pajot, Morel, ils ont décidé de mettre les deux noms principaux qui sont probablement les gens qui étaient à l'origine de l'entreprise. Okay? L'exemple qu'on a vu tantôt ici, il y avait juste un nom. Si on vient ici, là, attendez qu'on essaie de fermer ça. Il y avait juste un nom, vous vous en souvenez? Oups. Il y avait juste un nom de personne. Donc, à ce moment-là, c'est clair ici, Hébert est associé. Donc, Hébert, il a dit, ça va être mon nom, puis les autres, c'est les associés. Ou La Flamme est associée. Donc, probablement que La Flamme était tout seul au départ, et avec le temps, il a pris des associés. Donc, il a partagé les parts de son entreprise. La Flamme, il possède combien de pourcentage de son entreprise? On ne le sait pas. C'est pas marqué. Hébert, il possède combien de pourcentage de l'entreprise? On ne sait pas, c'est pas marqué. Peut-être qu'il possède 51%, peut-être 30%, peut-être 10%, on l'ignore complètement. Mais, étant donné le nom de l'entreprise, La Flamme est associée, monsieur ou madame La Flamme est probablement à l'origine de l'entreprise.
Même chose pour Pajot Morel et Associés. Pajot Morel étaient probablement les deux propriétaires d'origine de l'entreprise à l'époque où ça a été créé. Et ça a été créé en quelle année? Est-ce qu'on le voit ici? Dans propos historiques, on voit évidemment la phase des deux bonhommes. Fondation des ingénieurs conseils Marcel Pajot et Guy Morel. Donc on voit Marcel qui est ici et on voit Guy qui est là. C'est les deux ingénieurs à l'origine de l'entreprise en 1956. Donc on voit que c'est pas d'hier. En 1956, ça ne devait pas être grand-chose, là, Pajot Morel. Aujourd'hui, ils ont combien de personnes qui travaillent avec eux? Notre équipe, 160 personnes, 80 ingénieurs. Donc, quand même pas mal de monde, là. L'entreprise a grossi depuis 1956, mais M. Pajot et M. Morel étant les deux ingénieurs à l'origine de cette entreprise-là. Donc, une société en nom collectif, c'est plusieurs personnes qui se sont mis ensemble pour créer une entreprise et ils partagent donc les frais, ils partagent des revenus et ils sont à part égale ou à part inégale, tout dépendant de leur contrat au départ. Alors, c'est comme une entreprise individuelle, mais en plus compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes. Alors, on dit ici, un truc très amusant, si on vient à la page 8, c'est une personne morale, okay? Pas très différent d'une entreprise individuelle. Il faut l'immatriculer, exactement comme une entreprise individuelle au registraire des entreprises. On peut lui donner un nom, on peut lui donner le nom des associés. Et évidemment, très important, on voit ici qu'il faut faire un contrat. Il faut faire un contrat, pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui sont partie prenante de l'entreprise. Donc, si on veut que les choses soient claires, il est de loin préférable d'établir un contrat entre les associés. S'il n'y a pas de contrat entre les associés, c'est comme un contrat de mariage. S'il n'y a pas de contrat entre les associés, il risque quand même d'y avoir un problème à régler les différents conflits entre les personnes. La page 9, on voit les deux trucs les plus importants d'une société en nom collectif, c'est que tous les associés sont responsables et la responsabilité est solidaire et illimitée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, vous êtes 3 associés, 2 de vos amis et vous. Vos 2 amis sont propriétaires à 90% de l'entreprise. Donc, il y en a un qui est propriétaire à 45%, l'autre est propriétaire à 45%, et vous êtes propriétaire à 10%. Les 2 phrases qui sont écrites sur la diapositive 9 veut dire que peu importe votre pourcentage de propriété dans l'entreprise, même si vous êtes propriétaire seulement à 10%, même si vous êtes propriétaire seulement à 1,5% de l'entreprise, vous êtes quand même responsable de 100% des obligations de l'entreprise. Et ça, c'est important. Ça veut dire que, comme c'est une société en nom collectif, un peu comme une entreprise individuelle, chacun des propriétaires est responsable de toute l'entreprise. C'est-à-dire que le risque de l'entreprise repose à 100% sur les épaules de chaque propriétaire de l'entreprise, et ce, peu importe son pourcentage de propriété. Ça, c'est quand même assez fort, là. C'est pour ça qu'il faut avoir un contrat clair qui unit les membres de l'entreprise. C'est pour ça qu'une société en nom collectif, c'est quand même assez risqué. Souvent, ce qu'on va voir, c'est les avocats, comme on vient de voir sur Internet, les ingénieurs, les architectes, les comptables vont avoir une société en nom collectif. C'était vrai par le passé, c'est de moins en moins vrai, ce sera de moins en moins vrai dans l'avenir parce que, il n'y a pas si longtemps, les avocats, les ingénieurs, ce genre de personnes-là, étaient obligés, s'ils partaient d'une entreprise, d'avoir une société en nom collectif. Aujourd'hui, ils ne sont plus obligés. Ils peuvent avoir une société par action, qu'on va voir dans quelques instants. Mais il y a encore beaucoup d'avocats, d'architectes et d'ingénieurs qui ont une entreprise sous forme juridique de société en nom collectif.
Donc, chaque propriétaire est responsable d'une petite portion de l'entreprise, mais sa responsabilité ne se limite pas à cette portion. Cette responsabilité ne se limite pas à son pourcentage de propriété. Sa responsabilité est à 100%. Alors, revenons à l'exemple de tantôt. Vous êtes 3 propriétaires, le A a 45%, le B a 45% et vous avez 10%. L'entreprise a de la difficulté, l'entreprise a des dettes par-dessus la tête, le A n'est incapable de payer. Le B est incapable de payer, c'est vous qui allez payer, même si vous possédez seulement 10% de l'entreprise. Même si vous possédez 10% de l'entreprise, mais que vous avez une maison, un bateau, un chalet, et que l'entreprise dérape et fait faillite, tous vos biens vont y passer. Parce que vous êtes responsable à 100% de l'entreprise, et ce, peu importe votre pourcentage de part dans l'entreprise. Donc, on ne démarrera pas une société en non collectif dans un environnement risqué. Même chose que l'entreprise individuelle. On ne démarrera pas une entreprise individuelle dans un environnement risqué où il peut y avoir une explosion, une contamination, des accidents graves. T'sais, on s'entend-tu qu'une firme d'avocats ne peut pas arriver grand-chose, là? C'est pas très risqué, une firme d'avocats. On parle pas d'une usine de munitions. Une usine de munitions, c'est quand même un très grand risque. On va pas démarrer une entreprise de munitions sous forme juridique, une société en non collectif. Ça n'aurait aucun sens parce que le risque est majeur. Donc, société en non collectif, si on ne veut pas prendre de risque, l'entreprise sous cette forme juridique ne doit pas être entreprise risquée. Deuxième société de personnes qu'on appelle la société en commandite. Contrairement aux deux premières, contrairement à l'entreprise individuelle, contrairement à la société en non collectif, la société en commandite est là habituellement pour prendre des risques. Non seulement pour prendre des risques, mais pour prendre des risques majeurs. Alors, allons ici sur Internet. Allons dans Google. Cherchons société en commandite. Société en commandite. Celle-ci. Société en commandite, Revenu Noranda. Pas sûr, hein? Pas sûr que c'est ce qu'on cherche. Clairement pas ce qu'on cherche. Tiens, c'est là. Un petit peu plus bas. Où est-ce qu'on était? Ici. CE5, Société en commandite, Revenu Noranda. Allons voir ça. Voilà. OK. CE5, Société en commandite, Revenu Noranda, secteur d'activité, le zinc. C'est à Salaberry de Valleyfield. Ce type d'entreprise est clairement le type d'entreprise d'une société en commandite. Alors, ça fait quoi ça? Cette entreprise-là, c'est vraiment une entreprise d'exploration minière. Cherche du zinc. Alors, il y a deux genres d'entreprises qui sont les sociétés en commandite qui sont très, très populaires. Les sociétés en commandite dans les mines, dans le pétrole, donc dans les ressources naturelles, pas dans l'exploitation des ressources naturelles, mais plutôt dans la recherche de ressources naturelles. Et des sociétés en commandite dans le monde de la recherche pharmaceutique ou médicale. Qu'est-ce qui caractérise la recherche pharmaceutique ou médicale avec la recherche de mines? C'est que, dans la majorité des cas, ces deux types d'entreprises ne trouvent rien. Ils cherchent beaucoup, ils cherchent longtemps, ils font de grands efforts, mais ne trouvent habituellement rien. Quand tu as une entreprise de recherche médicale qui trouve rien, ou quand tu as une entreprise de recherche minière qui trouve rien, bien évidemment, ça ne peut pas faire autre chose
que de faire faillite. La société en commandite de ce type-là est donc une entreprise extrêmement risquée. Et ce sont des entreprises qui sont là pour aller chercher de l'argent qu'on va risquer. Alors, il y a deux types de personnes, le ou les commandités, ainsi que les commanditaires. Il peut y avoir un seul commandité ou plusieurs commandités, mais il y a toujours plusieurs commanditaires. Alors, supposons que je suis le commandité d'une entreprise de recherche de zinc. Et là, je dis à mes commanditaires, ben voici, j'ai besoin de 100 commanditaires qui vont me donner 50 000 $ chacun pour que je puisse faire ma recherche minière. Je vais chercher. Et sachez que le risque que je ne trouve rien est grand. Si je trouve rien, votre 50 000 va se transformer en 0 $. Je vais tout perdre. Mais votre perte va se limiter à 50 000. Vous ne pouvez pas avoir une plus grande perte que l'argent que vous avez mis dans l'entreprise à l'origine. Si je trouve quelque chose, et la probabilité est faible, votre 50 000 peut se transformer en 500 000, 5 millions, 10 millions de dollars. Et j'exagère pas, là. Okay, la contribution du commanditaire, quand ça fonctionne, peut produire un revenu extrêmement impressionnant. Alors, c'est ça une société en commandite. D'un côté, vous avez de l'argent, des gens qui donnent de l'argent. Les gens qui donnent de l'argent sont habituellement des gens fortunés, qui n'ont pas peur de perdre de l'argent. Perdre 50 000, il ne faut pas que ce soit grave. Ou perdre 10 000 ou perdre 30 000, il ne faut pas que ce soit grave. En échange, parce qu'évidemment, on pourrait se poser la question, comment ça se fait que des gens, même fortunés, acceptent de donner 50 000 $ à un commandité dans une société en commandite et que la probabilité de perdre son 50 000 $ est à 98,4 %. Pas besoin de réfléchir bien gros pour penser que ça n'a aucun sens comme type d'investissement. Ben, imaginez-vous donc que le gouvernement, notre société québécoise ou canadienne, a besoin d'entreprises qui font de la recherche. Besoin d'entreprises qui font de la recherche minière ou d'entreprises qui font de la recherche pharmaceutique. Et le gouvernement dit aux gens, ben regardez, vous avez de l'argent, vous voulez l'investir dans une entreprise, parfait. L'entreprise dans laquelle vous investissez est utile pour la société, mais à risque. Alors, si vous investissez dans cette entreprise-là, je vais vous donner un rabais d'impôt, qu'on appelle un crédit d'impôt. Et là, à ce moment-là, ça incite les gens qui ont de l'argent, qui paient des impôts jusqu'à 50 % dans notre pays, à investir dans les entreprises extrêmement risquées pour pouvoir réduire leur taux d'imposition. Et ça, ben là, c'est pas fou comme idée. Tu réduis ton taux d'imposition de façon impressionnante et tu prends un risque de perdre beaucoup, mais tu prends un risque aussi de gagner beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est ça, une société en commandite. On parle d'une forme juridique assez particulière là, et assez rare. C'est pas fréquent de rencontrer une société en commandite dans votre vie d'entreprise. Sensible d'entreprise individuelle. Okay? Ensuite, conflit. Entreprise individuelle. Donc, grosso modo, on pourrait dire la société de personnes est une entreprise. Ben là, c'est une forme spéciale d'entreprise, un peu originale, qui est grand limitant pas perdre que plus ce qu'on a mis.
Dans la troisième